Donc, je vais appeler Gérard Mick pour revenir à la table et surtout François Grimont-Pré, qui est le directeur général adjoint de la FEAP, pour venir intervenir sur les interactions avec tout le secteur FEAP. Merci. Vous vous mettez où vous voulez, debout, assis, le micro qui vous plaît. Il faut... est allumé. Eh bien, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas, à vrai dire, comment je dois le prendre. On m'a donné une certaine carte blanche, donc c'est plutôt une opportunité. Et en même temps, vous mettez quelqu'un qui vient du Nord à 35 degrés à 14 heures. Ça relève quand même un peu du challenge. Donc je vais essayer quand même de trouver la voie de passage en vous proposant de répondre à vos questions. Et donc avant ça, de vous proposer quelques réflexions pour venir après sur les enjeux plus spécifiques des ressources humaines. Et puis, de toutes les façons, il y a un atelier pour ceux qui s'intéressent plus spécifiquement sur les postes et le lien avec la convention collective. Avant, peut-être juste vous dire deux mots de là où je parle, qui donnera peut-être des éléments et de perspectives et peut-être un peu de recul sur mes propos que je voulais partager avec vous. Donc oui, je suis directeur général de la FEAP, qui est la fédération qui regroupe une bonne partie des acteurs du secteur santé qui ont ça de spécifique d'être privés non lucratifs, donc fondations, associations, congrégations ou autres statuts, qui a ça de spécifique également d'être la seule fédération qui couvre tout le champ de la santé. Donc aussi bien des centres de santé, des crèches, tout le secteur des personnes en situation de handicap, le secteur des personnes âgées, et puis à peu près toutes les disciplines du champ sanitaire. Ce qui nous situe forcément dans une vision un peu plus transversale que peuvent avoir d'autres fédérations. Et on couvre, alors donc en effet, parce que je suis bien arrivé quand même sur l'enjeu de la convention collective, donc on est une fédération là aussi qui est spécifique, vu que ce n'est pas le cas de la fonction publique hospitalière, vu que la FHF ne gère pas les statuts des fonctionnaires, ce qui est un peu une atypie en France d'ailleurs. Enfin, nous gérons donc la convention collective qui couvre 280 300 000 salariés en France, avec un certain nombre d'enjeux dont on aura l'occasion de parler. Avant ça, peut-être juste, pour ce qui vous concerne, vous plus spécifiquement dans vos missions, partager quelques réflexions. Je vais vous les partager aussi parce que j'ai un parcours qui, avant la FEAP, m'a permis d'observer, peut-être un tout petit peu d'agir, mais j'ai été pendant 7 ans directeur de l'offre en agence régionale de santé, au moment de la création des ARS, et j'étais aussi en poste en établissement hospitalier. Donc je n'ai pas vécu la mise en place des dispositifs d'appui à la coordination, mais tous les ancêtres, ou tous les éléments issus des expérimentations précédentes, PAERPA, les Maya, Prado, enfin bon, tous ces éléments-là, ce qui me permet peut-être d'avoir quelques éléments d'observation. Le premier point peut-être, alors vous allez penser qu'il est peut-être un peu sémantique, mais je l'ai beaucoup entendu ce matin et pour moi il est quand même assez majeur, c'est le sujet de l'approche par le parcours. Je suis convaincu, mais alors là, pour le coup, absolument convaincu que l'approche par le parcours va être un élément, et est certainement un élément absolument majeur des évolutions, des transformations nécessaires à notre système de santé. Et quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose d'ailleurs, parce que je m'aperçois que derrière ce terme-là, qui paraît quand même assez consensuel,
on a développé des réalités qui, pour moi, ne sont pas forcément toujours les meilleures, notamment parce qu'on parle de plus en plus, et dans ma réflexion en tout cas, ça peut poser quelques difficultés d'organiser les parcours. Alors autant on peut construire des cheminements, on peut protocoliser, et qu'on sait bien dans le secteur de la santé qu'on a des épisodes de soins qui nécessitent ça, prise en charge d'un AVC, il faut un protocole, il faut des éléments de cheminement. Mais je crois que le parcours n'est pas réductible au protocole et que le parcours n'est pas à construire. Il existe. Que l'enjeu dans lequel nous nous trouvons par rapport à cette thématique, c'est plus d'observer aujourd'hui qu'on a beaucoup d'actes de soins, beaucoup d'interventions qui ne donnent pas les résultats escomptés en termes de bénéfices pour les personnes, en termes de progrès, alors que la médecine le permet, que la connaissance le permet, mais qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne donnent pas le bénéfice, principalement parce que cet acte, cette intervention, n'a pas été placé dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui, en effet, du parcours de la personne dans sa réalité de vie. Et je trouve que c'est un échec majeur pour notre système d'investissement et de ressources qui, sans aucune mauvaise volonté des uns et des autres, donc il n'y a pas quelqu'un qui fait exprès de faire quelque chose en disant il n'y aura pas d'observance parce que je lui ai donné ça et il va le faire exprès. Mais globalement, quand on prend un peu de recul, il y a quand même énormément d'interventions, y compris d'innovations, qui devraient porter des éléments de progrès. Et lorsque vous regardez un tout petit peu, eh bien ce progrès est au mieux atténué, voire neutralisé en termes de résultats final pour la personne, le patient, car il manque un mécanisme de transmission de l'information, un mécanisme d'éducation de la personne. Vous regardez les chimios orales à domicile, les résultats que l'on obtient sur les chimios à domicile sont quand même si on fait de grands progrès, quand même pas merveilleux. Et je crois que notre enjeu, il est justement pas d'organiser les parcours, mais de considérer que l'approche par le parcours est réellement un changement de perspective que doivent avoir tous les acteurs du système de santé. Et c'est pour ça d'ailleurs que personnellement, je n'utilise jamais parcours de soins, mais ça c'est très FEAP aussi, c'est-à-dire que pour le coup on a une approche vraiment santé, au sens large du terme et très décloisonnée, et j'avoue que je ne parle même pas de parcours de santé, je préfère parler de parcours de vie, parce que du coup, c'est quand même plus difficile pour nous de dire « je vais organiser le parcours de vie ». Et le parcours, il est là, c'est une donnée. Ce qui m'intéresse, ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment, et aujourd'hui c'est de plus en plus important, pour plein de raisons que vous connaissez, que vous maîtrisez, le défi épidémiologique, l'explosion des maladies chroniques, etc., où cet aspect de réalité de vie, de choix, d'environnement, sont aujourd'hui absolument majeurs si on veut tirer le bénéfice de ce que peut apporter un acte de soin, une prise en charge, un accompagnement, etc. Et donc il faut absolument que chaque professionnel intègre cette vision du parcours de vie de la personne pour pouvoir placer son acte, sa compétence, et surtout faire qu'elle puisse marquer des points et être au bénéfice de la personne. Donc, c'est en cela d'ailleurs, par rapport à la discussion de ce matin avec Gérard, bon, d'abord en termes de termes, moi je préfère parler de personne et puis point, que quand moi j'évoque la compétence des personnes, elle est unique parce que c'est leur compétence de leur réalité de vie, c'est leur compétence de leur parcours de vie, et pour le coup, il y a qu'elle qui est en capacité d'avoir cette connaissance-là. Et cette connaissance aujourd'hui est un élément essentiel à l'accompagnement ou à la prise en charge, aux soins. Si on veut vraiment marquer des points et tirer tous les bénéfices, il faut vraiment que cette médecine de parcours, cette santé, que chaque professionnel puisse inscrire donc son intervention, qu'elle soit soignante, sociale, médico-sociale, etc.,
de manière en effet la plus pertinente au regard de la réalité de vie de la personne. Bon, je ne vais pas plus loin sur cette thématique, mais pour moi, elle est quand même majeure, parce que si on réduit, y compris les enjeux, je vais y venir d'ailleurs, les enjeux de besoin de coordination à vouloir organiser, je crois que pour partie, on se trompe. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas falloir, il n'y a pas de nécessité de protocole, ils sont nécessaires. Mais ce n'est pas la rédaction d'un protocole qui va résoudre l'ensemble du défi auquel on est confronté. Notre défi auquel on est confronté à un moment donné, c'est j'ai juste pas le choix. Il faut qu'à un moment donné, j'ai ma compétence propre, et on ne va pas faire semblant, je suis soignant, je suis un professionnel du médico-social, et donc j'ai des compétences. Mais aujourd'hui, ce qui devrait chacun d'entre nous frustrer, et d'ailleurs j'aimerais bien que les réformes de financement contribuent pour partie à cet enjeu-là, c'est le bénéfice, c'est comment ce qui devrait porter un plus tombe à côté pour un certain nombre, et puis on va critiquer l'observance, on va critiquer, etc., mais tombe en termes de bénéfice pour la personne juste parce qu'on n'a pas intégré, on n'a pas pris en compte ce point de vue supérieur qui est absolument nécessaire, qui est celui de la réalité de vie des personnes qu'on accompagne ou qu'on soigne. Alors bien entendu, ce point de vue, qui est très spécifique, et je peux comprendre aussi qu'il ne soit pas complètement partagé, a un certain nombre de conséquences dont certains vous impactent tout particulièrement. Bon, la première conséquence, mais je ne vais pas aller très loin là-dessus, c'est que la santé, tout ce qu'il faut qu'on bouge nous, l'évolution de l'état de santé, ce n'est pas qu'un sujet du ministère de la Santé. Et donc il va falloir quand même qu'un jour on comprenne que les autres ministères et les autres politiques publiques ont un rôle absolument majeur en termes d'impact d'état de santé de la population. Et si on veut, en effet, c'est au niveau de l'éducation, notamment sur les enjeux de prévention. On voit bien aujourd'hui la vaccination, ces éléments-là, ils ne vont pas être traités par le système de santé. Il faut qu'ils soient traités bien plus tôt ailleurs, dans d'autres cadres, pour que les enfants à l'école, pour que tous ces éléments-là soient traités. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le ministère de la Santé traite la santé sur les offreurs du système de santé. Mais les indicateurs de santé dépendent très très peu, les indicateurs de santé d'une population dépendent très très peu quand même des acteurs du système de santé. C'est un paradoxe, mais c'est largement démontré. Le deuxième enjeu de cette approche-là, c'est bien entendu l'exigence de coordination. Et donc on arrive là pour le coup sur le cœur de vos enjeux. Avec pour moi deux éléments, alors qui pourraient être deux missions, j'en sais rien, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sauf si forcément vous avez des questions, mais qui pourraient être celles des acteurs de la coordination, qui sont d'ailleurs deux manières d'envisager la coordination entre les professionnels qui ont été depuis quelques années documentées et écrites. Étant membre du Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, il y a un très beau rapport qui a été fait sur les enjeux de coordination et qui présente deux niveaux de coordination nécessaires. Le premier niveau, qui existe, souvent informel, c'est bien entendu le lien des professionnels autour d'une personne. J'ai en charge une situation, j'accompagne une personne, et donc c'est cette coordination autour qui existe, pas souvent bien structurée ou très souvent informelle. On sait bien, on va m'appeler parce que j'ai le numéro de téléphone qui va permettre d'avoir la consultation qui va bien, etc. Bon, on a des organisations humaines, donc ce n'est pas complètement anormal. Quand toute la coordination se repose juste sur le fait que je connaisse lui qui connaisse lui, ça peut un peu interroger. Donc cette coordination des acteurs autour d'une personne va être nécessaire. Elle va être d'autant plus nécessaire que j'arrive sur des situations dites complexes. J'ai beaucoup de mal avec le terme de cas, de situations dites complexes et sur lesquelles il y a vraiment ce besoin de liens, d'échange d'informations autour de la personne. Mais je voudrais insister sur le deuxième niveau de coordination, que moi j'appelle la coordination plus stable, qui est
ce que j'évoque également comme étant le code de la route du territoire. C'est comment je définis des règles pérennes qui facilitent les enjeux de coordination, non pas autour d'une personne, mais de coordination stable. De coordination stable, de fonctionnement collectif. Et on le sait bien que pour que un certain nombre d'acteurs puissent travailler ensemble, fonctionner ensemble, à un moment donné, il faut quand même quelques accords. Et je trouve qu'on a un enjeu aujourd'hui très important de devoir travailler, investir, et d'avoir d'ailleurs des structures avec les compétences et une légitimité pour travailler ces éléments de coordination stable, non pas dans une approche du coup d'une personne, mais dans une approche, alors vous choisissez entre soit populationnel, soit territorial, je préfère territorial à vrai dire, mais qui s'adresse à l'ensemble des professionnels. Et d'ailleurs, là pour le coup c'est plutôt, j'espère qu'il n'y a pas de journalistes dans la salle, c'est plutôt un point de vue qui m'est personnel, mais dans le débat actuel sur l'obligation d'installation des médecins libéraux, et je vais faire le lien avec les CPTS, vu que certains d'entre vous connaissent bien le sujet, je crois juste qu'il ne faut pas se battre sur l'obligation d'installation. Par contre, ce qui m'est insupportable, mais là pour le coup je ne comprends même pas l'assurance maladie, d'ailleurs je ne comprends même pas pourquoi les CPTS sont portés par l'assurance maladie. C'est un cadre qui aurait dû être traité par le ministère de la Santé, et pas l'assureur. C'est comme Prado, j'ai toujours un petit peu de mal lorsque c'est le financeur et l'assureur qui vient coordonner. Il le fait bien, hein, et ça marque des points, et on sait bien que l'assurance maladie a une vraie capacité à faire, donc ma critique, elle est très relative, parce qu'en même temps, ça fonctionne. Mais quand vous gérez du risque et vous êtes en responsabilité d'eux, il y a quand même une certaine ambivalence, j'ai envie de dire. Mais notre enjeu pour nous, il est quand même que la CPTS, il faut qu'elle couvre tous les acteurs intervenant sur un territoire. Donc autant liberté d'installation, je veux dire pourquoi pas, mais ce qu'il faudrait à un moment donné, c'est qu'il y ait une autre obligation. C'est que quand vous avez décidé de vous installer sur un territoire, on vous oppose les règles de fonctionnement collectif de ce territoire-là. Et donc, du coup, si on considère que la CPTS a cette responsabilité-là de définir le mode de fonctionnement collectif, eh bien, votre adhésion à la CPTS ne devrait pas être une option. Que vous soyez libéral ou pas, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des libéraux en première ligne. Vous avez des médecins salariés, on sait ce dont on parle, on a des centres de santé, on a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément tout à fait spontanément intégrés dans les CPTS. Et ça, je crois que c'est vraiment un axe sur lequel il faut qu'à un moment donné, on arrive à travailler. On l'a fait dans d'autres champs. Il y a des feux dans nos routes. Et voilà, ils sont rouges, ils sont verts, et j'aime pas quand ils sont rouges. Mais en même temps, c'est ça qui permet une certaine fluidité, une certaine coordination. Et donc, il faut accepter qu'à un moment donné, lorsque je décide et je suis professionnel sur un territoire, eh bien, il faut en effet que, quelque part, des structures définissent des règles les plus légères possibles, certainement les plus adaptées à la réalité du territoire. Donc, il ne faut surtout pas qu'elles viennent du haut. Mais elles sont forcément nécessaires, qui vont permettre de définir, par rapport à tel besoin de la population, la façon dont l'échange d'informations va se faire, les éléments de coordination, et qui ne doit pas se structurer autour d'une situation à un moment donné, qui doit pouvoir être, j'ai envie de dire, pérenne pour urbaniser l'ensemble des acteurs intervenant auprès d'une même population sur un territoire. Et ça, à mon avis, ça doit l'être également, pas forcément lié à une pathologie. Alors, il peut y avoir des éléments qui sont liés à une pathologie, mais l'épidémiologie nous montre quand même qu'on a une population dont on a une responsabilité qui est de plus en plus vieillissante et polypathologique. Et donc, encore une fois, si je reviens par rapport à mon propos sur le parcours de vie, certes, il faut que je puisse assurer l'accompagnement du diabète, mais souvent,
dans un contexte polypathologique. Et donc, c'est la personne que j'accompagne. D'ailleurs, l'accompagnement est certainement un des changements majeurs de la protection sociale dans les années à venir. Pour cet enjeu de coordination, je redescends après, puis je m'arrêterai là. Il faut des compétences, il faut des structures reconnues pour, qu'il y ait une légitimité, qui soit réellement légitime, non pas pour arrêter les règles comme ça, mais pour offrir les espaces à l'intérieur desquels les professionnels ont la capacité de décider des règles qui semblent nécessaires sur leur territoire et au regard de leur population. Et qu'à un moment donné, par contre, ces règles soient réellement opposables à tous les acteurs intervenant sur le territoire. Il n'y a jamais de liberté absolue. Donc oui, et je me frite régulièrement avec certains syndicats des libéraux, mais oui, sur la liberté d'installation, même si ça pose une des vraies difficultés, mais qui est principalement sur des problématiques de pénurie. Donc voilà. Mais pas sur la double liberté absolue, de considérer que je suis libre d'aller où je veux, et puis je suis libre de faire ce que je veux là où je m'installe. Faisant fi de... Non, c'est pas jouable. D'abord, tout ça est quand même financé par la solidarité nationale, et qu'on a une responsabilité collective aujourd'hui. Et qu'il faudrait d'ailleurs qu'à un moment donné, dans les réformes de financement, dans le financement global et dans les réformes de financement, on reconnaisse la contribution des uns et des autres à cet enjeu collectif. Et non pas juste, moi j'ai fait l'acte, et je tarife l'acte. Ce qui nous intéresserait, ça serait en effet de pouvoir y mettre des objectifs qui soient au minimum collectifs, soit de contribution. Donc j'ai fait l'acte et j'ai transmis l'information, j'ai rempli le dossier médical, il est informatisé, et c'est ça qui me permet de tarifer à 100% mon acte. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il faut des compétences. Les compétences, elles sont pas... elles sont techniques, et bien entendu, c'est un enjeu pour nous pour reconnaître ces profils-là au sein de l'environnement conventionnel. Elles sont techniques, mais elles sont surtout de ma capacité à mettre en place l'organisation qui permette cette co-construction, plus d'acquérir les éléments de légitimité pour qu'en effet ces règles, à un moment donné, soient reconnues. D'où le lien avec les autorités de tutelle et tarification à un moment donné. Et ça, c'est important que sur chaque territoire, on peut avoir un débat sur quelle est la bonne délimitation du territoire, mais sur chaque territoire, il y ait bien des espaces et des lieux sur lesquels il y ait bien une confiance faite aux professionnels, mais une obligation de leur part de perdre un peu de temps ensemble pour définir ce qui est nécessaire pour eux au regard des besoins de la population et au regard éventuellement des ruptures que j'ai vues dans les épisodes de prise en charge ou d'accompagnement, pour pouvoir y mettre une règle pérenne. Et je crois que notre enjeu, il est donc double, votre enjeu, il est donc double. Il est en effet de poursuivre, mais uniquement dans un cadre qui doit être défini, la possibilité de venir en surcompétence sur la coordination des professionnels autour de situations très complexes, mais également d'être la structure qui permet à ce qu'un territoire formalise, définisse son code de la route, les règles qui permettront des enjeux de coordination stables et non pas juste autour d'une personne. Bien, à cela, et je terminerai par là, tout ça c'est sympa, mais on a un véritable enjeu d'attractivité globale dans le secteur de la santé, et on doit traiter, mais on en parle et ça reste, en tout cas sachez que la FEAP restera très mobilisée là-dessus, pour avoir une reconnaissance de nouveaux métiers qui sont absolument nécessaires aujourd'hui, mais dont le cadre de compétences n'est pas forcément toujours très bien défini, et la reconnaissance en termes de place dans le système et de reconnaissance aussi en termes de salaire n'est aujourd'hui pas acquise, et n'est pas acquise dans notre environnement conventionnel dont la FEAP a la responsabilité. Mais c'est vrai pour une bonne partie des métiers
de la coordination, pas que, parce que c'est vrai également pour les infirmières de pratique avancée, pour un certain nombre de nouveaux métiers qui ne sont pas du tout aujourd'hui intégrés dans l'environnement conventionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, et on pourra, lors de l'échange en atelier, démontrer qu'on peut faire beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin pour acquérir, avoir cette vision-là qui n'enferme pas, mais qui en même temps reconnaisse. Et puis on a un autre débat qui est en effet de permettre à ce que, lorsque le ministre décide de revalorisation, ce qui est pour nous quand même assez paradoxal, hein, parce que je gère une convention qui est gérée, qui est privée. Donc jusqu'à maintenant, c'est moi, avec les partenaires sociaux, où on négociait les évolutions, mais là, d'un seul coup, le ministre a décidé 183, ne me demandez pas pourquoi le 3, et qu'on va regretter, bien entendu, que la façon dont il fasse ne garantit pas la bonne reconnaissance de tous les professionnels légitimes à pouvoir bénéficier de cette revalorisation. Et que cet enjeu-là reste un enjeu de débat pour nous. On continuera à défendre ce qu'on appelait les oubliés du Ségur, c'est quand même pas top, mais il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup, même si on en a gagné pas mal, ne serait-ce que toute la filière socio-éducative qui était pas intégrée, mais qui est aujourd'hui intégrée, mais on a encore beaucoup et on continuera, et avec un chantier encore aujourd'hui en plus, qui est aussi la revalorisation du point d'indice de la fonction publique hospitalière, qu'il nous faut pouvoir bénéficier aussi comme transposition à notre secteur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Juste un petit sentiment ou peut-être même une question avant que vous puissiez poser vos questions. C'est vrai que depuis plusieurs années, les dispositifs, quels qu'ils soient, regroupent des professionnels différents, des médecins, des professionnels de formation initiale différente, donc assistantes sociales, infirmières. Et si l'on prend aujourd'hui simplement le fait que nous avons à la fac été mandaté pour développer un référentiel d'activité et de compétences pour une fonction qui s'appelle référent de parcours complexe de DAC, eh bien, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, au regard de l'hétérogénéité des métiers initiaux qui peuvent recouvrir cette compétence, est-ce que ce serait un nouveau métier ou est-ce que ce serait une nouvelle compétence qui amènerait à ce moment-là un complément métier sur le salaire? Parce qu'un médecin, c'est pareil, un médecin coordonnateur, ça reste un médecin, mais c'est un médecin qui a une responsabilité et une fonction. Et donc là, voilà, on est un petit peu à la croisée des chemins, et ce qu'on aimerait, c'est une véritable reconnaissance et une identification d'un certain nombre de spécificités qui n'apparaissent que dans ces structures-là, ou qui apparaissent dans d'autres structures, par exemple pour les médecins coordonnateurs, mais qui permettent à ces médecins, par exemple, pourquoi pas, dans certains cas, prescription ou autre chose, mais c'est surtout cette problématique de tous ceux qui sont ni paramédicaux, ni médicaux, et qui sont dans un milieu un petit peu flou. Donc, est-ce qu'on a une chance, peut-être, avec la FEAP, de voir émerger des identifications alors, de ces métiers ou de ces compléments métiers? Oui. Alors, on y travaille. Vous savez qu'on est sur un chantier de reconstruire une nouvelle convention collective unique qui va couvrir dans tout le secteur de la branche du privé non lucratif. Donc, c'est près d'1 million de salariés en France, vu que c'est nos salariés à nous, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 200 000 salariés qui ne sont pas couverts par un environnement conventionnel. Et donc, le défi qu'on relève, c'est de construire un nouvel environnement qui sera étendu, et donc en droit du travail, dès qu'il y a extension, ça veut dire que tout salarié, la convention leur sera opposable. Enfin, tous les employeurs de salariés de la branche, la convention sera opposable. Et dans les réflexions que nous avons avec les partenaires, les organisations syndicales, il y a bien entendu un changement de logique de construction de la convention. Aujourd'hui, la convention, j'ai envie de dire en effet, c'est le diplôme qui vous permet d'être dans une grille. Vous bougez dans la grille principalement par l'ancienneté, en grande partie par l'ancienneté, et puis un tout petit peu les enjeux de technicité. Il faut bien entendu qu'on reconnaisse le diplôme. On a un autre sujet sur l'accès à la formation, mais le diplôme, mais il faut qu'on reconnaisse des compétences supplémentaires qui ne sont pas forcément au moment où vous obtenez votre diplôme, et il faut qu'on reconnaisse aussi les éléments d'engagement des personnes à un moment donné.
et que ça ne soit pas forcément non plus uniquement que la partie de l'ancienneté. Vous pouvez avoir un médecin qui, à un moment donné, en effet, prend une fonction de président de commission médicale, par exemple. Ça ne va pas lui changer son métier, ça ne change pas ses compétences, mais ça change son engagement, et il faut que cet engagement-là puisse être reconnu. Et donc, un professionnel qui a un métier, mais qui, à un moment donné, acquiert une compétence supplémentaire, il faut que la Convention puisse reconnaître cette dynamique de compétence ou de prise d'engagement, de responsabilité supplémentaire qui n'est pas forcément liée à une compétence. Donc, c'est le schéma dans lequel nous travaillons, avec également une réflexion qui fait qu'aujourd'hui, dans notre Convention, on a la force d'être la fédération qui couvre l'ensemble du champ santé, donc on en est content et surtout fier parce qu'on considère que voilà, le cloisonnement sanitaire médico-social n'a juste plus de sens aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que j'ai qu'une seule grille pour le métier d'infirmier. Et donc, que vous soyez infirmier de bloc opératoire, en anesthésie réanimateur, ou infirmier en EHPAD ou ailleurs, vous suivez exactement les mêmes choses. Or, vous n'avez pas forcément le même niveau de responsabilité, le même engagement par rapport au projet associatif, au projet de la structure. Et donc, il faut que la Convention puisse intégrer ces éléments-là. Donc, on y travaille. Je ne vous dis pas que c'est facile. Avec les partenaires sociaux avec lesquels on essaye de faire avancer là-dessus, mais on est absolument convaincu qu'aujourd'hui, il nous faut quelque chose qui donne des points de repère, mais qui soit assez agile pour répondre à l'ensemble des situations. Et de ne plus raisonner uniquement diplôme, et donc en effet de grilles liées à un diplôme. C'est qu'à un moment donné, ça ne soit pas la seule entrée. Ça continuera à être une, mais ça ne soit pas la seule entrée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Assurément. Manifestez-vous. Vous êtes tous convaincus, les oubliés du Ségur. Vous avez vu les banderoles, je suppose, en arrivant à Albi. Hein. Il y a d'autres oubliés du Ségur à Albi. Marc? Je pense que je peux y aller comme ça. Non, micro. Où tu es? Présente-toi. Je suis directeur d'un DAC et je suis aussi président du DAC Lorraine, des DAC en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc alors, sincèrement, j'ai vraiment beaucoup apprécié à titre personnel votre vision. Donc moi, je la partage sur 90% de ce que vous avez dit. Une vraie question aujourd'hui, c'est que vous avez, de par votre fonction à la FEAP, une visibilité sur le positionnement de pourquoi ces oubliés du Ségur et comment vous envisagez, comment vous percevez, hein, bien sûr, vous ne pouvez pas vous engager, vous n'êtes pas responsable de ce qui va se passer, mais quelle est votre perception actuelle des positions, notamment des ministères, du ministère en particulier sur cette situation, sachant que, vous l'avez dit, vous le savez très bien, c'est aujourd'hui pour nous un handicap terrible, mais vraiment, je veux dire, ça remet en cause dans certains territoires notre capacité à agir, que d'être autant en difficulté sur le plan salarial pour nos coordinateurs, nos référents de parcours. C'est vraiment un problème absolument majeur, mais j'ai envie de dire pas que financier, c'est financier pour l'individu, mais pour la structure, pour nous, c'est quasiment un problème existentiel. C'est-à-dire d'avoir ce sentiment de ne pas être reconnu et de ne pas pouvoir peser, et que surtout nos professionnels ne sont pas reconnus dans le travail qu'ils font. Voilà, c'est vraiment, c'est pas que financier. Bien évidemment, c'est financier pour le salarié, mais il y a une autre question derrière. J'ai vu qu'il y avait Hospimédia qui soutenait il n'y a personne d'Hospimédia dans la salle, on est bien d'accord. Non, je suis juste désolé, mais j'ai quelques précautions lorsque je m'exprime, pour être certain que je ne me retrouve pas avec une dépêche demain. Bon, c'est une catastrophe. Je veux dire, on aurait voulu s'y prendre plus mal vu les moyens financiers qui ont été mis sur la table, qui sont juste gigantesques, jamais vécus, il faut le reconnaître ça au gouvernement. Vraiment, il y a un effort financier énorme. La manière dont ça a été travaillé, mais c'est une catastrophe. Ça recrée du clivage, là où au contraire, pendant la crise, on avait plutôt l'impression que le cloisonnement historique entre statuts, public, privé
solidaire, tout le monde était sur le pont, à essayer de se coordonner au mieux, enfin, etc., etc. Dès qu'on a commencé à créer le Ségur, etc., ben forcément. Alors le ministère par public, parce que voilà, il gère la fonction publique, et d'ailleurs il ne connaît que les chiffres du public, et puis alors nous on est là à devoir quémander. Ah oui, mais vous savez que le système de santé n'est pas que public, il y a d'autres acteurs, on est légitime, hein, on est autorisé, et puis... Quand vous prenez le secteur médico-social, 90% de l'offre des personnes en situation de handicap, c'est associatif, hein, c'est nous. Donc je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement, quoi. Mais non. Mais non, parce que d'abord, ça a été traité très sanitaire. D'ailleurs, la crise a été traitée avec les entrées en réa. Hein, et après, on a regardé en effet ce que c'était que le phénomène de glissement en EHPAD. Mais enfin bon, ça a été quand même très tard. Donc c'est vrai que c'est un vrai paradoxe. Alors non, là où je suis rassuré quand même, parce qu'il faut qu'on arrive à construire, c'est qu'il n'y a pas de volonté de nous faire disparaître. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, on va le faire exprès, on va tout mettre public, eux, ils sont pénibles, on va les faire disparaître du système, tatatita. Non, c'est même pas réfléchi. Donc enfin, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Non, mais à un moment donné, on s'inquiétait. Hein. Non, on s'interrogeait quand même, parce que on a toujours, nous, notamment notre secteur, on a toujours été assimilés comme participants au service public. Et donc on était sur l'échelle de tarifs du secteur public, etc. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'ils ont mis des coefficients pour reprendre le CITS chez nous. Enfin bref, des manips qui nous ont fait décorréler. Donc à un moment donné, avec l'ancien gouvernement, en tout cas l'ancien cabinet, où on avait des relations absolument exécrables, on s'interrogeait s'il n'y avait pas une volonté d'eux. Bon, non, je crois qu'il n'y a pas de volonté, mais le cadre de fonctionnement, et je le vois, je sortais hier, on a eu un échange de téléphone, mais j'étais en ministère assez tard, sur la transposition de la revalorisation du point d'indice, et qu'ils ont fait la revalorisation du point d'indice, les 3-5% pour la fonction publique, et puis là, ils ouvrent en disant, bah oui, si, non, mais on va transposer. Hein. Bon, et alors comment ? Bah, on va regarder, et puis on commence les palabres. Et on crée une usine à gaz qui va me recréer des oubliés. J'ai parlé de vous hier avec la directrice de cabinet, mais parce qu'elle ne vous a pas sur le radar. Vous n'êtes pas financé sur l'Ondam. Je me bats beaucoup pour que les financements des départements, parce que quand même sur le champ médico-social c'est majeur, on l'a vu sur la conférence des métiers, tout le secteur médico-social n'était pas revalorisé, donc on se bat là-dessus, mais je leur dis attention, moi j'ai plein de salariés qui sont sur des financements, qui sont du FIR, qui sont etc. Donc ces salariés, il faut que les financements arrivent. Moi je ne peux pas non plus en responsabilité de fédération, je ne peux pas à un moment donné mettre dans la convention une revalorisation du point qui n'est pas financée par mes gestionnaires. C'est des gestionnaires associatifs, ils n'ont pas de fonds propres. Donc si j'impose une revalorisation qui n'est pas financée, mais ils disparaissent. Et on sait qu'aujourd'hui, j'en ai un certain nombre où c'est vraiment des enjeux. Les revalorisations Ségur en EHPAD ne sont pas encore à 100% compensées. Donc voilà. Alors quand vous êtes public, j'ai été directeur en établissement, en hôpital universitaire, je fais très attention, je suis un bon manager, machin, etc. Mais si j'ai du déficit... à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir combler le trou. Alors, ce n'est pas ma dynamique professionnelle, on a des directeurs d'hôpitaux qui sont très très engagés, etc. Mais structurellement, on sait bien qu'il y aura un appui. Nous, notre secteur peut disparaître. Nous sommes mortels. Voilà, puis j'ai pas de fonds de pension américains qui peuvent venir, et j'en suis fier d'ailleurs, qui peuvent venir en appui. Donc c'est une bataille en permanence. Mais il n'y a pas de mauvaise volonté, c'est juste que, voilà. Donc la transposition, on va l'avoir. Je fais attention à ce que je dis, parce que tout ça, c'est pas négocié, etc. Mais on va s'assurer, en effet, que ça puisse que je ne retombe pas dans le Ségur, donc ça puisse transposer pour tout. Donc on est bien dans une perspective de pouvoir faire bouger le point d'indice. À un moment donné, ça sera pas 3,5 pour plein de raisons, mais bon, on va, je crois, essayer d'y arriver, mais c'est à chaque fois une bataille. Alors par rapport à ça, il faut que vous puissiez aussi jouer avec les cartes que vous avez sur la table. Donc, ne mettons pas en épingle... Alors, je peux comprendre pour les salariés, après, hein, parce qu'il y a plusieurs positions. Mais côté employeur, j'ai envie de dire, c'est pas la non-volonté de reconnaître. C'est pas de l'absence de reconnaissance. Encore une fois, il n'y a pas une volonté d'eux.
Ce qui nous permettrait peut-être d'avoir une stratégie d'ailleurs pour essayer de... Mais non, il n'y a pas une volonté de... C'est juste que je prends les dossiers, puis je vais, puis je prends le dossier, puis voilà, il le gère comme ça. Oh oui, c'est vrai, il y a ces salariés. Puis alors quand vous êtes au ministère, attendez, moi je parle, c'est des milliards. Et après je leur dis, oui, mais j'ai 25 personnes là. Pour eux, c'est insignifiant. Voilà. Mais c'est très difficile parce qu'il y a quand même des situations qu'il nous faut arriver à gérer. Et ce delta entre ce que vous négociez au niveau national, la façon dont ça tombe aux ARS, la façon dont les ARS le déclinent en termes de chaque gestionnaire et à l'intérieur de chaque gestionnaire en fonction de ses structures, ben, ça fait beaucoup de filtres, avec chaque fois des biais potentiels nouveaux. Donc il nous faut d'abord continuer à poursuivre le combat, avec les cartes officielles et puis les cartes que vous pouvez vous-même avoir, notamment en termes de négociation si vous êtes financé sur le FIR avec l'ARS. Et puis il faut surtout, attention, considérer que les éléments d'attractivité et donc de reconnaissance ne viendront pas que par ça. Alors vous allez me dire, c'est facile de dire ça, c'est sympa, mais enfin ça passe aussi par ça, et je suis d'accord, mais c'est pas que par ça non plus. Et attention, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous vous trouvez dans une situation unique. C'est que des oubliés, j'en ai beaucoup, et je n'ai pas que les salariés et des dispositifs d'appui à la coordination, en tout cas pour ceux qui ont fait le choix d'être à notre convention, ce qui est un choix très pertinent, je vous y encourage. Mais on en a ailleurs. Tous les personnels administratifs du secteur médico-social, donc tous les personnels qui mettent en place les revalorisations, les personnels des DRH qui mettent les 183 sur tous les bulletins de salaire, sauf pour eux, parce qu'ils ne sont pas concernés encore à l'heure actuelle. Donc voilà, on en a quand même encore un certain nombre. Merci pour cette réponse. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin de ces universités, puisque nous aurons en clôture la DGOS, le bureau PF3, qui sera représenté et qui pourra nous parler justement des avancées dans ce domaine, dans la mesure où nous avons, vous vous souvenez, la fax adressé 3 lettres, puisqu'il y a eu 3 ministres, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon et François Braun. Les 3 ont reçu à peu près la même lettre parce qu'il faut un peu l'adapter en fonction des personnes et des temps. Mais donc la fax n'est pas en reste. Et un grand merci à la FEAP aussi de porter le message avec nous. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'on aura certainement quelques nouvelles. Les choses sont en cours et chaque jour ça bouge un peu. Oui. Puis voilà. Il faut jouer groupé. Voilà. Il faut jouer groupé pour une dernière question. Oui, je t'en prie, Philippe. Oui, Philippe Adam Rodriguez, directeur de santé Escale Loir-et-Cher, porteur du DAC du Loir-et-Cher et vice-président du CODAC Centre-Val de Loire. Merci pour vos propos. Je suis toujours sensible quand la FEAP parle au DAC parce que, à titre personnel, lors de la fusion des dispositifs, je n'oublierai jamais la présence de la FEAP et de sa délégation régionale à mes côtés. Et justement, j'avais peut-être une réflexion, une question à vous poser avec ces structures nouvelles, ces associations nouvelles qui se sont constituées pour porter les dispositifs d'appui à la coordination, qui sont, elles, pour certaines, adhérentes de la FEAP, avec finalement l'histoire de la FEAP, avec ce que vous avez décrit en introduction, qui est ces membres pluriels, associatifs, des congrégations parfois, vous l'avez rappelé, d'autres structures privées non lucratives, qui, moi dans mes souvenirs, portent souvent une histoire des fois très ancienne, qui peut dater de l'après-guerre, s'agissant des congrégations de plus loin encore. Quelle vision la FEAP a aujourd'hui de ces associations qui portent les dispositifs d'appui à la coordination? Et derrière tout ça, il y a finalement, qu'est-ce qu'attend la FEAP du plaidoyer engagé, militant, privé, solidaire, de ces associations dans leurs projets associatifs et pourquoi pas leur projet stratégique porteur de valeur. Vous me donnez 1 heure. Non, je suis absolument convaincu que nous sommes une force vraiment fondamentale pour le système de santé. Historiquement, c'est quand même l'engagement de la société civile
qui à un moment donné, par rapport à des offres qui n'existent pas sur un territoire et des besoins que l'on identifie, c'est juste remonter les manches et à créer quelque chose pour répondre aux besoins. C'est d'ailleurs a priori la logique de notre nouveau ministre qui dit qu'il faut repartir à partir des besoins dans sa grande conférence des parties prenantes qui va réformer une fois de plus notre système de santé. Donc je suis convaincu qu'on représente une... Et d'ailleurs, les soins palliatifs, s'ils existent, c'est nous. C'est le secteur privé non lucratif qui a développé les soins palliatifs. Donc on a en nous, j'ai envie de dire, cette capacité où à un moment donné, parce qu'on est partout, parce qu'on est en proximité, parce qu'on voit le besoin, lorsqu'il n'est pas couvert, eh bien, c'est l'économie sociale et solidaire, ceci dit, auquel on participe. Donc il faut qu'on le garde. On a quelques fragilités structurelles. Nos cadres de gouvernance, pour un certain nombre de structures, un peu vieillissantes, pas forcément toujours bien formées. Enfin bref, on a quand même aussi un peu de ménage à faire chez nous, avec de temps en temps des associations qui ne veulent pas coopérer entre elles, qui restent toutes petites, et puis pouf, il y a un bug, ils disparaissent, alors qu'il faut travailler plus collectivement, etc. Mais en même temps, on a cette force-là, on a cette force sur la coopération. Bien sûr, mais on travaille en grande concertation, mais j'espère que 100% des dispositifs d'appui viendront à la FEAP et on mettra les éléments pour essayer d'accompagner cette réflexion-là. Mais on a le secteur qui a toujours été appelé pour discuter avec tout le monde. On parle très bien avec le public et on parle aussi le langage du privé. Et on est capable de faire ce liant sur un territoire qui est absolument nécessaire. Donc non, je crois beaucoup à notre secteur privé non lucratif, et d'ailleurs, même si tout le monde le savait, Orpea, etc., peut-être que ça va sonner quelques cloches au niveau du ministère, que cette dynamique qui est assez facile de tout filer au privé lucratif peut à un moment donné poser quelques difficultés. Ce qu'il faut juste, c'est que collectivement on soit plus fort et plus visible, parce que c'est vrai qu'on est très très dispersé. Et donc, à un moment donné, sur le sanitaire, je suis 15% du sanitaire national, j'ai des grands fleurons, etc. Mais bon, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on joue bloc pour pouvoir, à un moment donné, vraiment peser sur la réflexion stratégique d'évolution de notre système de santé. Voilà. Et sur les dispositifs d'appui à la coordination, je ne vous dis pas, et d'ailleurs dans mes propos introductifs, etc., vous pourrez voir que, y compris par rapport à la réalité de l'activité de certains DAC, etc., par rapport à la conception qu'a pu prendre position la FEAP, on est complètement en phase avec toutes les activités, mais il faut qu'on arrive, nous, à construire un cadre de référence, enfin quelque chose qui puisse fonctionner. Mais on a exactement la même chose sur la restructuration nécessaire sur tous les acteurs du domicile. Je veux dire, à un moment donné, il va bien falloir qu'on règle ce problème des SAD, des SIAD, des SPASAD, etc., mais qui de toute évidence, n'est pas le bon modèle d'organisation. Voilà. Donc non, je crois que notre modèle a beaucoup d'avenir. Mais il faut se battre. Il faut se battre pour être reconnu, pour être identifié, etc. Mais on a plein de courage, donc c'est pas un sujet. Merci pour cette invite à être encore plus collectif que ne l'est déjà la FEAP. Merci, je crois qu'on peut à nouveau vous remercier. Et donc, on aura l'occasion d'avoir un atelier avec vous, hein, je crois. Oui. Voilà. Donc, pour ceux qui en veulent un peu plus, voilà, il y a un atelier avec donc notre représentant FEAP. Merci à tous et à très bientôt. Tu l'annonces toi ? Merci.